Comment une tribu montagnarde proto-indo-chinoise, traditionnellement non violente, timide, voire peureuse, qui évite l'agression à tout prix, se trouve impliquée dans une guerre moderne d'envergure internationale, en l'occurrence la guerre de Vietnam. Comment cette guerre touche sa vie et ses conditions humaines, comment elle essaie de survivre et quelles souffrances doit-elle endurer? Pour répondre à ces questions, nous devons récapituler d'abord quelques données géographiques, historiques et ethno-linguistiques culturelles élémentaires de Vietnam et de l'Asie du Sud-Est. Voilà le premier slide. Le Vietnam avec une superficie de 331 000, presque 32, donc qui est un peu plus que la moitié de la France, qui s'étend entre le 8e et 24e degré de latitude nord, etc., et 102, 110 degrés de longitude est. Sa forme rappelle une phalange qui est à côté, en haut, à droite, aux deux paniers suspendus. Ah, bah, voilà. Tu l'as? Est-ce que c'est visible? Oui, on le voit bien. Attends, je vais couper mon micro. D'accord. Bon, il est donc, le Vietnam est donc 1650 km de long à vol d'oiseau et possède un littoral de 3444 km. Son point plus large au nord, 500 km, et le moins large à Quang Binh. Est-ce que ça se voit si je montre ici avec mon souris? Pierre, est-ce que mon souris... Oui, ça se voit, ça se voit. C'est visible mon souris ou non? Non, c'est moi qui fais bouger. Ok, merci, c'est là, un peu plus haut. Oui. Un peu plus, voilà, ici. 50 km de largeur. Et comme ça se voit assez bien, à part 20% de son territoire est composé de plaines, qui, à part d'un mince littoral qui n'atteint pas une dizaine de kilomètres dans la majorité des cas, consiste essentiellement de la vallée et delta de deux grands fleuves, au nord le fleuve Rouge et au sud le Mékong. Le paysage, merci, c'est ça. Le paysage est dominé par des montagnes. Les chaînes anamitiques ou cordillères anamitiques s'étendent du nord au sud sur tout le pays, descendant vers la mer avec des sommets de 1500-2000 mètres de hauteur, de plateaux et de terre, haute terre encaissés entre eux à 400-700 mètres d'altitude. Le sommet d'ailleurs le plus haut est le Fansipan qui est 3143 mètres à la frontière chinoise. En toute sa longueur, il n'y a que seulement 3 cols, le moins haut entre eux, le Ai Lao, 400 mètres, à 410 mètres d'altitude, qui traverse le territoire habité par les Brous. La chaîne de montagnes forme une frontière naturelle entre le Laos et le Vietnam, plus un partage d'eau, ça se voit très bien sur l'image à droite en bas, qui nous montre les bassins hydrographiques. Il se voit très bien que la côte forme un bassin tout à fait spécial à part des autres. Le grand lilas est le bassin hydrographique du Mékong. Voilà. Et en plus, ce qui est une chose assez curieuse, je n'ai jamais vu ailleurs une chose similaire pareille, que c'est une ligne de partage climatique. Des deux côtés, les saisons sont inverses. Quant au Laos, le temps est sec. Au Vietnam, saison humide affecte la même population brou. Donc, si cette carte, le suivant s'il te plaît, si cette carte est mise en parallèle avec une carte ethnolinguistique, un fait surprenant nous saute aux yeux. 45,6% de la population totale de Vietnam, c'est-à-dire 99 millions d'habitants en cette année 2022, est constituée de Viet ou de Kinh. Les 14,3% restants sont composés par 53 groupes ethniques, Dân Toc, officiellement reconnus, et parmi eux les Brou ou Van Kieu en vietnamien, qui ne font même pas 100 000 après les recensements de
2019. Donc, c'est vraiment une petite minorité par rapport non seulement à la majorité écrasante des Vietnamiens, mais également par rapport aux autres minorités. Et ce dont je viens de parler est le fait le plus contradictoire du point de vue géographique, ethnographique, démographique, etc. Les 90 millions de Vietnamiens qui ont été jusqu'au passé récent une population essentiellement de la plaine, habitent ou habitaient tout au plus un tiers du territoire global de Vietnam, et inversement, les nombreux groupes ethniques, les montagnards, qui représentent à peine 14,3%, habitent 2 tiers du pays. Maintenant, la situation des montagnards se voit assez clairement sur la carte à gauche, qui est une carte très mauvaise d'ailleurs, faite pour des touristes, mais peu importe. Maintenant, avec les chiffres, vous avez plus ou moins la situation géographique de ces montagnards-là. Bon, je laisse de côté maintenant les questions des familles ethno-linguistiques. Passons au suivant, s'il te plaît. Voilà la carte du territoire habité par les Brous. Je répète ce que Pierre est venu déjà de dire, c'est que ces Brous ne sont pas à confondre avec les Brous Brao de Cambodge. Le bri bray, comme racine pour le mot, c'est dans les langues mon khmer signifie quelque chose comme la forêt, et très souvent il y a des ethnonymes qui viennent de là. On ne sait pas d'ailleurs l'origine étymologique de ces ethnonymes, mais donc les Brous avec OU pour les Français et avec U pour les Américains ou anglo-saxons, c'est une population donc qui habite ici sur ce territoire que j'ai montré, Moyen-Laos et Vietnam central, où ils forment un ensemble ethnique plus ou moins homogène, situé des deux côtés de la cordillère anamitique. Vous voyez assez clairement la frontière qui suit la crête des montagnes. Et donc, au Vietnam, les Van Kieu, pour les appeler selon cette dénomination vietnamienne, sont localisés dans les provinces de Quang Tri et de Quang Binh. Quang Binh en nord et Quang Tri à sud. Surtout au nord de la route numéro 9, je ne sais pas si tu le vois assez bien, Pierre, en dessous de Quang, il y a la route rouge de Quang Tri, en bas. En Quang Tri. Vous avez ici la zone démilitarisée, et voilà, la route 9 passe là-bas à travers Chepon jusqu'à Savannakhet dans la vallée de Mekong. Et les Brous du Laos sont appelés par d'autres ethnonymes. Le plus fréquent est Makong et Chi, qui sont des deux sous-groupes qui parlent un dialecte plus ou moins similaire avec les Brous. Les Brous du Vietnam, moi j'ai appris cette langue-là. Je ne parle pas vietnamien, mais j'ai passé 1 an et demi parmi les Brous, et donc j'ai appris leur langue. Et avec mes connaissances linguistiques, je pouvais bavarder sans problème avec ce qu'on appelle Thi au Laos, les habitants de la région de Chepon de l'autre côté de la frontière. Par contre, les Makong, c'est un dialecte qui est bien différent de mes Brous, et là, il y avait pas mal de problèmes pour se comprendre du tout. Voilà, quelques photos vite pour présenter les Brous. Les suivants, s'il te plaît. Maintenant, tu peux passer 4 l'un après l'autre. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus. C'est le village où j'ai vécu, qui est près de Kessagne, un petit bourgade. On en reparlera, donc je ne dis plus maintenant. Derrière les montagnes qui forment la crête et la frontière avec le Laos, et devant le village où j'ai habité. Alors, quelques portraits. Le suivant, s'il te plaît.
leur subsistance, ce sont des essarts et les bâtons à fouiller, c'était encore de ce temps-là. Oui, j'ai oublié à dire que j'ai fait mon travail sur le terrain entre 1985 et 89, pendant des années consécutives, 2 mois après, 12 mois pour finir 4 mois de nouveau en 89. Donc, j'ai en total 1 an et demi que j'ai fait vraiment sur le terrain, cul sur le terrain, comme on dit chez nous familièrement. Alors, le dernier, voilà. Alors, maintenant, on peut sauter. Allez, le suivant. Il y a un groupe dont je veux encore parler. Le slide suivant, s'il te plaît. Oui. Il y a, pendant la guerre du Vietnam, après l'offensive de tête en 1968, 4 ans plus tard, les troupes sud-vietnamiennes américaines en retraite ont évacué 2600-3000 personnes, d'où majoritairement protestants, les premiers convertis de l'évangélisation américaine, pour la plupart ceux qui ont collaboré avec eux, par un pont aérien spectaculaire, elles les ont délocalisés à Daklak, près de Ban Met Thuot, sur territoire Radet ou Ede. Vous le voyez sur la carte. C'est là que j'ai fait mon deuxième terrain en 2007, 6 mois. Voilà, slide suivant, s'il te plaît. Pour voir le contexte. Bien entendu, on ne peut pas parler ici des 2000 ans d'histoire de Vietnam. Je ne montre que quelques images pour évoquer pour ainsi dire, les pierres miliaires à peu près de la dernière century. Qu'est-ce que c'est que ça? De 100 ans, de dernières 100 ans. Voilà, le premier à gauche, naissance de la colonie d'Indochine en 1887, et avec les dates des dates consécutives de la colonisation française. Deuxième en haut, proclamation de l'indépendance du nord de Vietnam par Ho Chi Minh, 1945. Le troisième en bas, chute catastrophique des troupes françaises à Dien Bien Phu en 1954, et retrait complet des troupes françaises du Vietnam. Et le quatrième en haut à droite, les accords de Genève en 1954, marquant la fin de la guerre d'Indochine avec l'armistice et la partition du Vietnam, et c'est très, très important, la partition du Vietnam par une ligne de démarcation, la zone démilitarisée, en deux États opposés idéologiquement, politiquement. D'une part, au sud, l'État de Vietnam, créé par les Français en 1949, avec Bao Dai comme président, et soutenu par les Américains après le départ des Français. Et en haut, au nord, la République démocratique du Vietnam, présidée par Ho Chi Minh. Le suivant. Slide suivant, oui, merci. Et alors, le dernier événement, proclamation de la réunification des deux Vietnams en 1976, au milieu, sous l'égide communiste, précédée par la chute de Saigon, droit en bas, et la deuxième guerre mondiale, guerre d'Indochine, avec quelques photos iconiques que tout le monde connaît, donc on peut continuer. Slide suivant, s'il te plaît. Alors voilà, c'est un agrandissement de la partie du territoire des Brous habité seulement au Vietnam. Ici, avec au milieu la zone démilitarisée qui se situait, c'est en noir, c'est assez bien visible, j'espère. Donc, ça s'est situé au niveau du 17e parallèle nord, à une centaine de kilomètres au nord de la ville de Hue, en bas. Oui, Hue est un peu, voilà, c'est ça, Hue. S'étirait de la côte à la frontière du Laos sur une largeur approximativement de 10 km. Voilà. Alors, le slide suivant. Comment tous ces événements d'échelle mondiale ont effectué concrètement les Brous? En conséquence, oh non, excuse-moi, on peut encore revenir, excuse-moi.
revenir sur le... Voilà, c'est ça. En conséquence de l'importance géostratégique du 17e parallèle, les Brous, comme bien d'autres tribus montagnards, ont été pris, bon gré, mal gré, entre deux feux et ont été catapultés sur la scène internationale. La zone démilitarisée a coupé le territoire des Brous en deux, faisant ainsi des Brous du Nord à Quang Binh, le groupe le plus méridional du Vietnam du Nord, et inversement, les Brous du Sud en Quang Thi, le groupe le plus septentrional du Vietnam du Sud. On ne peut pas souligner suffisamment, la guerre du Vietnam s'est déroulée en majeure partie dans la région montagneuse, sur le territoire habité par les montagnards. Le slide suivant maintenant, s'il te plaît. Merci. La forêt a été pulvérisée par des défoliants, herbicides, l'agent orange, etc. De dizaines de milliers de tonnes de bombes et de bombes au napalm ont été lancées sur eux. Leurs villages et essarts ont été incendiés et minés. Ils ont été relocalisés dans des hameaux stratégiques. En haut, nous voyons à gauche et au milieu deux images d'un hameau stratégique, clôturés de fils de fer barbelés. Leurs animaux domestiques, buffles, éléphants, etc., ont été tués et leurs objets de valeur, gongs, marmites en bronze, jarres en porcelaine et céramique, barres d'argent, bijoux en pâte de verre ou argent, etc., tous détruits. Et les deux parties belligérantes exigeaient d'eux, pour des raisons idéologiques, de se ranger clairement de leur côté. Tout ce que nous associons à la guerre du Vietnam dans notre imagination, c'est passé effectivement ici et avec les Brous. Entre 1985 et 1989, lors de mon travail sur le terrain, les traces de la guerre étaient encore omniprésentes. Le résultat de la guerre, à l'instar des Vietnamiens qui ont été retournés par les bombardements à l'âge de pierre, c'était les Américains qui ont dit Vietnam was bombed back to Stone Age. Donc, à l'instar de ces Vietnamiens-là, la guerre a ressuscité parmi les Brous une bonne partie de la culture traditionnelle, dépassée probablement depuis longtemps. Isolement, autarcie complète et relative indépendance à la périphérie de l'État vietnamien. Donc, c'était pour moi une conséquence paradoxalement heureuse, il faut avouer. Voilà, le slide suivant. Merci. Alors, en dépit des accords de Genève et la mise en place de deux États vietnamiens, la République démocratique du Vietnam, donc Vietnam du Nord, n'a jamais renoncé à la réunification des deux Vietnams. Et le comité central du Parti communiste a décidé en juillet 1959 de mettre en œuvre l'édification du socialisme au Nord en même temps que la réunification avec le Sud. En quelques mois, la construction de la piste Ho Chi Minh, je cite ici, une réalisation exceptionnelle du génie militaire du XXe siècle, selon l'encyclopédie de la guerre du Vietnam, publiée en 2011. Donc, en quelques semaines, ça a été lancé. Ce réseau logistique, consistant de 16 000 kilomètres de pistes ou de chemins de terre pour des piétons, bicyclettes, barques ou camions, partant du Vietnam du Nord, vous pouvez voir tout ça sur la carte à droite, partant donc du Vietnam du Nord, évitant la zone démilitarisée et par conséquent se dirigeant sur l'autre côté de la chaîne anamitique, au Laos et au Cambodge, à destination du Sud, servait pour la livraison de l'approvisionnement, soldats, armes, munitions, pétrole, vivres, médicaments, etc., pour l'armée nord-vietnamienne. Ce qui nous est important en relation des Brous et de la piste, c'est que c'est ici, dans les environs immédiats de la zone démilitarisée, que les combats terrestres et bombardements aériens, c'est-à-dire les opérations militaires, ont été les plus acharnés. C'est le point névralgique des affrontements de l'armée nord-vietnamienne et sud-vietnamienne soutenue par les Américains. Le slide suivant.
Le dernier, c'est le siège de 77 jours entre le 21 janvier 8 avril 1968 de Kesagne, capitale de la région habitée par les Brous, a été le point culminant des affrontements sur le territoire brou. Par la suite de cet événement historique, considéré comme le tournant de la Deuxième Guerre du Vietnam, la région est devenue inhabitée, vide, sorte de no man's land. La majorité de la population brou s'est retirée dans des camps des réfugiés près de Cam Lo sur le littoral, d'où ils ne sont revenus qu'en 1972, après que la ligne de front s'est éloignée. Bon, les contextes géographiques et historiques sont plus ou moins clairs maintenant. Si on essaie de répondre à la question posée au début de mon intervention, comment une tribu montagnarde proto-indochénienne traditionnellement non violente, etc., se trouve impliquée dans une guerre moderne, en l'occurrence le Vietnam, on peut dire en style télégraphique, ils s'y sont trouvés mêlés sans y être pour rien. La guerre s'est déroulée sur leur territoire. Les deux parties belligérantes se servaient d'eux, de leur aide, pour arriver à vaincre l'autre. Au cours des événements dramatiques qui les ont dépassés de loin, ils n'avaient pas de chance ou d'espoir de rester en dehors. Ils sont devenus victimes de tout ce que le destin leur avait infligé. Le slide suivant. Pour illustrer comment et dans quelle mesure le sort personnel et les conditions de vie des Brous ont été touchés par la guerre, allons voir 3 extraits d'un récit de vie de 18h30 enregistré en langue brou par moi en 1989 avec mon meilleur ami Khoi Sarang. Khoi Sarang est bien entendu un pseudonyme, ça signifie simplement en brou preneur de femmes diligentes. C'était un de ses noms chez les Brous à cause de technonymie. Une personne peut avoir une dizaine de noms durant sa vie. Mais ce n'est pas le nom sous lequel il était connu quand j'ai été là. Voilà, la traduction, rédaction et publication du texte entier en anglais est en cours. La vie romanesque de Khoi Sarang ne peut pas être détaillée ici, qu'il suffit pour le moment de dire que, né autour de 1940 dans les environs de Kesagne, il a été socialisé dans la résistance clandestine dès son enfance, a passé 2 ans de prison entre 1959 et 61 pour travail pour les communistes. C'est une citation, c'est typiquement un tournure des Brous pour expliquer qu'ils étaient du côté des communistes. En revenant, il devient chef de son village, continuant à travailler pour le maquis. Mais en 1965, après une crise sérieuse où ils se sont trahis et abandonnés par les Viet Cong, il passe dans l'autre camp et devient mercenaire américain. Après le siège de Kesagne, il se retire dans le camp de réfugiés à Koua, donc il quitte bien entendu les Américains, près de Cam Lo littoral, d'où il retourne dans son village natal, comme je l'ai dit, en 1972. C'est là que je l'ai rencontré entre 1985 et 89, lors de mon travail sur le terrain. Et il est décédé quelques années après mon premier départ en 1989, environ, à ce que je sache, 92 ou 93. Et voilà, à partir de maintenant, je vais lire 3 extraits de ces enregistrements, de cet enregistrement que j'ai traduit pour vous maintenant. Le premier, dont non, je ne dis pas le titre parce que alors je ne vais pas tuer le point. Moi, je suis un homme qui n'a pas peur de disputes, dit-il. C'est ainsi qu'à Vung Ho, rentrant de la prison, j'ai toujours eu de disputes avec Atua Thieu. Atua Thieu? Non, ce n'est pas la personne que tu connais, c'est un autre, du village de Vung Ho. Alors j'ai habité là, et je lui ai dit de ne pas entrer dans le village parce qu'il est trop près de la grande route et les gens de Ziem peuvent se présenter à n'importe quel moment. Le Ziem, c'est Ngo Dinh Diem qui était Premier ministre, plus tard le président de l'État de Vietnam pendant une dizaine d'années. Jusqu'à sa mort, il a été assassiné durant un coup d'État en 1963.
Et donc, par extension, pour Khoi Sarang, dans ce qui suit, c'est toujours le pouvoir, les soldats, l'administration, etc., sud-vietnamienne. Donc, les gens de Diem peuvent se présenter à n'importe quel moment. Ils viennent ici fréquemment pour nous contrôler, ils te tueront, tu es communiste. Et quand, nonobstant de mes avertissements, il est entré au village, nous avons eu de grandes disputes. Attends un peu, c'est moi maintenant qui demande. Pourquoi tu ne voulais pas que les communistes entrent au village? Parce qu'ils entrent, s'ils entrent et se croisent avec les Américains, il y en aura une grande fusillade. Et alors, je demande, et je dois avouer que ma question trop naïve et un peu provocateur me fait honte aujourd'hui. Qu'il me soit pardonné, vu que Khoi Sarang en était tellement stupéfait qu'il m'a décrit la situation avec plus de dramatisation que d'habitude. Alors, il y a eu fusillage et ils peuvent tuer mon fils, ma femme au village. Mais non, 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 ils ne visent pas sur ton fils et femme, ils s'entretuent, les révolutionnaires et les Américains. Allons donc, comment la cartouche saurait qui elle atteindra? Prenons par exemple, imagine que tu es ici dans ma maison et je te cache comme ça. C'est-à-dire, tu es dans ma maison et alors de là, il pointe vers un endroit dehors, quelqu'un, tu es communiste, tu comprends, et alors il n'y a plus de chance de sortir et de s'enfuir, et vous vous croisez avec les Américains. Alors c'est la fin. C'est la fin de mon village et de tout le monde, tu comprends? Je ne comprends même maintenant, mais pourquoi? Mais parce que tu tires une fois et il y riposte. Mais il ne tire pas âne à âne et il ne vise pas à tuer seulement les mauvais et épargner les bons. La cartouche ne fait pas de tri. Il presse la gâchette de son M79, clic-clac, il arme son mortier, flic-flac, et vole au combat contre le village. Et pan, ran, vlan, personne n'y reste vivant. Ne me parle pas donc ainsi, il n'a pas dit parce qu'il m'a beaucoup aimé de bêtises, mais c'était vraiment une bêtise. Ne me parle pas de bêtises, n'imagine pas qu'il s'entretue, que je vis sur toi et toi sur moi. Allons donc. Il nous est arrivé une fois à recueillir 6 hôtes de cartouches vides. Moi stupéfait, 6 hôtes, oui, de cartouches vides. Les Vietnamiens du côté des Américains ont tiré autant. Et s'il y a 100 personnes là-bas, ils tiraillent tous de cette manière. Vers là d'où ils entendent le tir, ils lâchent une rafale. D'accord, je comprends. Cet extrait n'exige pas beaucoup d'explications. J'ajoute seulement que cette hôte est un objet de minimum 50-55 cm de hauteur avec 35 cm de diamètre, donc d'une capacité de 50-55 litres. C'est-à-dire, cet fusillage de quelques minutes a résulté en 300 litres de cartouches vides. Le suivant, s'il te plaît. Le deuxième extrait est sur son interrogatoire et torture. Comme je vous ai dit, il a été arrêté et jeté en prison en 1959. C'est juste les jours avant qu'il soit emmené à Quantier en prison. Alors, vers 2 heures de l'après-midi, ils m'ont arrêté et amené à Khe Sanh immédiatement. As-tu été battu tout de suite? Oui, ils m'ont vachement battu. Qui l'a fait? Une personne brou? Non, non, un Vietnamien. Son nom était Bac Tam. Il vit maintenant à Saigon. Il n'est pas resté ici. C'était lui, plus un autre Vietnamien de Coua, mais je ne sais pas où il vit actuellement. Pourquoi ont-ils battu? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Ils m'ont questionné. As-tu travaillé pour le Viet Cong? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu leur as acheté? Ici, une explication, je pense, bienvenue. Les communistes vietnamiens ne pouvaient pas entrer les villages, bien entendu, pour s'approvisionner. Et ils ont donné l'argent aux villageois qui ont acheté les vivres et ils l'ont remis au Viet Cong. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que tu leur as acheté? As-tu donné de vivres à eux? Et tas de choses pareilles. Quant à moi, je leur ai répondu négativement. Non, je n'ai rien donné, je ne sais même pas ce que c'est le Viet Cong.
Alors ils m'ont battu encore plus, crois-moi. Et quelle partie de ton corps ont-ils frappé? Ici. Il me montre, mais j'ai oublié malheureusement d'en faire un commentaire. Et avec quoi? Avec un bâton ou autre? Avec une pièce de rotin, un rotin en croissance. Il était large comme la manche de mon coupe-coupe. Et alors, ici, ici et ici, ils m'ont battu partout. Et je peux te dire, aussi fort qu'ils m'aient frappé, cela n'a jamais cassé. Et mes bras comme ça, ils montrent les bras, est-ce que je suis visible? Oui. Les bras soulevés horizontalement à la hauteur des épaules. Ils ont attaché à chacun de deux une brique, tu sais, une brique comme vous avez dans vos maisons. Et il fallait tenir les bras étendus pendant des heures. Ils y ont attaché les briques à 10 heures du matin et tu devais endurer jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Il n'y avait personne qui pouvait le faire. Nos bras se détachaient. Nous ne pouvions pas tenir longtemps. Moi, je ne pourrais pas endurer une demi-heure sans briques. Je serais KO, je lui ai répondu. Et pendant tout ce temps-là, on a été battus. Tu devais rester comme ça, dans cette posture, je commande dans la magnétophone, c'est-à-dire à genoux, avec les bras soulevés horizontalement à la hauteur des épaules. Ils nous ont battus sans arrêt. Mais je n'ai rien avoué. Alors, ils ont pris une corde, ils l'ont roulée autour de mon cou et ils m'ont pendu. Quoi? Ils ont vraiment voulu te pendre? Ils m'ont hissé avec la corde au cou, puis descendu. Veux-tu parler enfin? Et ils ont hissé la corde de nouveau. Ils m'ont menacé de m'étrangler, de m'étouffer. Même si vous me tuez, je ne suis pas un partisan du Viet Cong, je ne sais pas ce que vous voulez me faire avouer. Alors, ils ont pris un récipient d'eau et y ont placé un savon. Étant battu sans arrêt, j'en pouvais plus. J'avais soif, mon corps a été mouillé de sueur, j'en ai demandé à boire. Ils m'ont donné, même ajouté encore une fois, ils me l'ont versé directement à la gorge. Je ne pouvais plus parler du tout, je n'ai rien avoué cependant. Et puisque je n'ai rien dit, rien déclaré, alors bien, ils m'ont libéré vers 2 heures de l'après-midi. Est-ce qu'ils t'ont vraiment donné à boire? Pas du tout. On ne peut pas boire dans cette position. Ils m'ont même obstrué la bouche. Je ne le comprends pas. Écoute, ils te ficellent comme ça, d'abord ici, puis là. Je commande dans la magnétophone, c'est-à-dire aux chevilles, puis aux genoux. Et tu es étendu sur ton dos sur une planche de bois, grande comme ton lit à la maison, et tes bras retournés en arrière, ficellés à l'autre côté de la planche. Puis ils prennent une pièce de textile, une chemise de lin, ils la mouillent, puis l'imbibent du savon et obstruent ta bouche avec, comme ça. Alors l'un des deux, torsionnaire, celui qui tient ta tête, presse ta bouche des deux côtés. De manière que ta bouche s'ouvre, il est assis à côté de toi et tient ta tête et presse ta bouche fortement. L'autre y verse de l'eau, tout comme on verse de l'eau dans un théière. Il verse, puis il verse, puis il verse de l'eau. Et alors on fait ouh, 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 et on ne peut plus respirer. Est-ce qu'il verse de l'eau dans ton nez? Non, il la verse sur le textile. Il ne bouge pas le nez. Il place le textile sur ta bouche, il obstrue avec, mais d'abord il le mouille, puis il l'imbibe du savon, et alors oui, puis il l'arrose de temps en temps. J'ai demandé, et alors l'eau coule dans ta bouche? Oui, puis il l'arrose de temps en temps de nouveau. Combien de litres d'eau as-tu été forcé de boire ainsi? Parce que je ne comprends pas encore. Vous voyez de mes questions, je n'ai pas compris l'essentiel, mais ça va venir tout de suite. Non, elle ne coule pas dans ta bouche. Le textile l'obstrue. Ta bouche est obstruée, l'eau ne coule pas du tout dans ta bouche. Non, non. Ta bouche est obstruée, tu ne peux plus respirer. Mais pourquoi faut-il arroser l'eau? Pour suffoquer de mieux en mieux? Oui. De cette manière, le textile est complètement imprégné de l'eau. Je comprends enfin. Le textile bouche complètement ta bouche. Oui, et le savon goutte dans ta bouche. Je commande de nouveau à la magnétophone. Alors, voilà, je laisse un tout petit peu de côté. Je ne pouvais plus parler. Tu n'en pouvais plus. Tu as été sauvagement battu, ta bouche obstruée, une corde autour de ton cou. Qu'est-ce qu'ils t'ont encore fait? C'est tout.
Et ça a duré 6 jours, tu as dit. J'ai été torturé 4 fois et j'ai passé 9 jours à Kessagne. 9 jours, oui. Et tu as été torturé 4 fois, oui. Puis tu as été amené à Guangxi, aux prisons, n'est-ce pas? Tu m'en as déjà parlé. C'est ici la fin de cette partie. Je pense, j'espère même, que je ne suis pas le seul qui n'a pas compris ou qui, plutôt, qui n'osait pas comprendre l'essentiel de la torture subie par Khoi Sarang. Qu'il me soit permis de citer ici la première phrase de l'entrée waterboarding de Wikipédia, mot qu'on peut traduire en français par simulacre de noyade ou cure par l'eau. Waterboarding est une sorte de torture pendant laquelle le visage et les organes respiratoires d'un captif immobilisé sont couverts d'une pièce de textile arrosée par de l'eau, évoquant ainsi le sentiment de suffocation. La torture, comme nous l'avons vu, peut être aggravée par l'utilisation du savon. Les organes respiratoires bouchés déclenchent le réflexe du larynx qui va de pair avec la suffocation, de sorte que cette torture est appelée suffocation sèche. Dans des cas normaux, en guillemets normaux, si c'est normal du tout, l'eau est arrosée avec interruption pour éviter la mort immédiate. La torture peut causer des dommages au cerveau et aux poumons, pour ne pas parler d'autres dommages physiques. Le captif peut casser ses os pour se libérer de son agonie. Cette sorte de torture nous est connue dans notre histoire européenne, au moins depuis l'Inquisition espagnole. Et pour en juger d'une photo, voilà, de couverture du Washington Post publiée le 21 janvier 1968, nous avons la preuve qu'elle a été utilisée également durant la Deuxième Guerre du Vietnam. L'histoire de Khoi Sarang précède de 9 années le scandale déclenché par cette affaire abominable. Le fait que c'était des soldats et les autorités du Vietnam du Sud qui ont commis cela nous prouve que la brutalité et cruauté ne sont pas liées à une culture, race ou nation quelconque. J'ai encore assez long. Combien de minutes ai-je encore? Gabor, si tu me demandes, moi je te laisse champ libre, c'est très très passionnant. Donc tu continues. Bon, mais alors, ça c'est une quinzaine de minutes encore, ça va? Oui, c'est ce que tu avais prévu et comme on t'a mangé du temps avant, tu termines dans les temps. C'est bien. Ok, d'accord. Bon, le troisième extrait, c'est sur des frères qui s'entretuent. Dans une troisième histoire, Khoi Sarang m'explique pourquoi, après avoir passé dans le camp des Américains, devenant un soldat au sol sud-vietnamien, il n'avait plus peur de croiser ses anciens camarades communistes. Il me raconte également ce que l'engagement vis-à-vis d'un pouvoir quelconque peut signifier du point de vue d'un éventuel combat fratricide. Ma question, tu n'avais pas peur que tu devras tirer sur tes camarades d'autrefois? Attends, écoute-moi jusqu'à la fin. Avant, j'en avais peur, bien sûr, mais plus alors. Je suis devenu soldat moi-même, je n'avais plus peur de mes petits camarades. Alors ici, c'est un jeu de mots qu'il fait, je ne traduis pas, j'ai dit simplement petits camarades pour faire sentir que c'était un peu d'ironie là-dedans. Moi aussi, j'ai un fusil. S'ils tirent sur moi, moi je tire sur eux, on ne fait plus d'expression. Cela veut dire que ces petits camarades piliers du communisme, c'était un nouveau jeu de mots pour exprimer pour exprimer ses sentiments. Donc, ces petits camarades piliers du communisme cessaient d'exister pour moi. Je n'ai plus pensé à eux. J'ai même oublié Airapun, mon frère aîné classificatoire du patrilignage. Lui, il a porté le fusil des communistes sur son épaule, moi, celui des Américains. Je n'ai plus pensé à eux. Vraiment. S'il tombe sur moi, il me descend. Si je tombe sur lui, je le descends. Et tu n'as pas tenu compte ce que ça signifie de descendre un parent de sang, un frère de patrilignage. Comment pourrait-on savoir que c'est un parent proche qui est en face de toi? Vous ne vous reconnaissez pas, le fusil ne reconnaît personne. Tu ne peux pas dire, puis il tourne la phrase, imagine que Koumen, l'unijambiste, qui vit aujourd'hui près de l'aéroport de Takong, sais-tu qui l'a descendu? Son propre Agni,
Agni, c'est le terme en brou pour l'oncle du frère cadet du père, avec un communiste vietnamien. Il a été blessé au village de Proch. C'est de là que l'on a amené à Takung, où on devait lui couper une de ses jambes. La jambe était celle du neveu et la cartouche celle de l'oncle. Comment l'a-t-il appris? C'était son ami lui-même qui l'a raconté quand ils se sont rencontrés. Mais comment aurait-il pu savoir qui il descend? N'importe qui s'engage d'un côté, cela peut lui arriver. C'est à cause de cela que personne ne peut avoir de rancœur contre qui que ce soit. Je descends même mon propre frère cadet. Par exemple, pas ailleurs, il y a mon vrai frère cadet d'une mère et d'un même père. Admettons qu'il est du côté des communistes et moi de celui des Américains. Nous tirons réciproquement l'un sur l'autre. Palo et Pa Luong de même. Pa Luong est du côté des communistes, Palo est policier des Américains. Et c'était comme ça que j'ai appris l'histoire, pour ainsi dire, de la guerre de Vietnam. Dans mon village, on n'en a jamais parlé ouvertement. C'est simplement à travers cette interview que je sais du tout qu'il y avait des différences entre eux et qu'une partie du village est appartenue aux communistes et l'autre aux Américains. C'est vraiment fascinant. Donc, tu veux dire que tu travailles toujours pour le côté où tu vis? Oui, je travaille pour le côté où je vis. Si tu ne procèdes pas ainsi, qu'est-ce que tu vas manger? Si tu ne procèdes pas de cette manière, tu n'as rien à manger, tu n'as pas de quoi acheter ton riz, tu me comprends? C'est à cause de tout cela que le chef militaire, Agna, est descendu pour nous voir. Agna est le mot brou pour dire chef militaire. Ce soir-là, j'ai été appelé à monter dans sa maison. Comme toi, il y a quelques minutes, il m'a posé des questions. Il m'a fait mettre debout là-bas, m'a appelé par mon nom et j'ai été le premier à être questionné. Il m'a demandé si j'avais de parents proches de l'autre côté, celui des communistes du Viet Cong, si je connaissais des gens qui les soutiennent. J'ai répondu affirmativement. Oui, j'ai beaucoup de parents proches qui les suivent. Bon, alors je te pose une question. Maintenant, tu as notre fusil sur ton épaule, tu portes notre uniforme. Si le moment arrive, est-ce que tu tireras sur eux ou tu tiendras seulement le fusil dans ta main? À la réponse, je vous informe, monsieur, que si mes frères et cousins ou mon père luttent aux côtés des communistes, je porte un fusil, ils portent un fusil, et je les reconnais, alors je ne tire pas sur eux. Mais s'ils tirent sur moi, je riposte et tire sur eux. Par contre, je ne peux pas imaginer de leur remettre mes armes, pas de question. C'est ainsi que je lui ai répondu. Et il continue tout de suite. Si je les découvre en premier et si je ne les reconnais pas, je les descends. Il se peut alors que l'un d'eux, disons mon frère vrai ou mon père, meure, et c'est seulement après leur mort que je découvre ce qui s'est passé. Alors je pleure. Je vois la personne dans la forêt. Comment pourrais-je savoir s'il est mon père ou non? Je ne le reconnais pas. Mais si moi, je ne le descends pas et il m'aperçoit, c'est lui qui me descend, car comment et d'où pourrait-il savoir que c'est son fils qui est en face de lui? Moi, j'ai un fusil dans ma main, lui également, il a un fusil dans sa main. Il n'est pas en train de se répéter « Où es-tu, mon cher fils ?» car comment pourrait-il savoir? Et puisqu'il ne sait pas où je suis, il ne sait qu'une chose, que je suis un soldat américain. De même manière, moi aussi je sais qu'il est un communiste, un soldat du Viet Cong. Et c'est seulement après sa mort, quand il est couché avec la tête basculée en arrière, que je le reconnais. Oh, c'est mon frère. Et c'est alors que je dois pleurer. Et même quand nous nous apercevons, nous ne savons pas qui est en face de nous, puisque tous les deux, nous sommes en forêt, pas dans notre maison, chacun de l'autre côté, pas autour du même feu. Voilà comment j'ai parlé, c'était ce que je lui ai répondu. Bien, tu as raison, tu peux partir. Je suis parti. Le lendemain, à 6 heures du matin, l'avion est arrivé pour moi et il m'a amené à Pleiku pour la conférence. Voilà, nous arrivons à la conclusion. Ce sera encore 5 minutes au moins.
Depuis une vingtaine d'années, je suis revenu plusieurs fois sur l'idéologie étonnamment pacifique, timide, en guillemets, des Brous, dépourvue de violence, évitant les conflits, de même sur le fait que leur identité ethnique ne semble comporter aucun élément politique. Je suis arrivé aux conclusions, et c'est bien des années avant le livre de James Scott, Zomia ou l'art de ne pas être gouverné, je cite: nous connaissons les Brous dès l'origine comme un peuple pacifique et timide qui, vivant à la périphérie des structures politiques existantes, poursuivent des relations pacifiques avec leurs voisins et sont prêts à accepter toute suprématie étrangère afin de garder leur place privilégiée à la périphérie des systèmes politiques existants où ils peuvent se retirer en cas de besoin dans des moments de crise. Tout compte fait, pour leur liberté sauvegardée aux périphéries, les Brous sont prêts à abandonner leur indépendance. Et pour arriver à ce but, les Brous ont élaboré ce que j'ai appelé une stratégie molle. L'essence de celle-ci est qu'en acceptant les cadres du système politique qui les dépassent et qui les encadrent, en suscitant le moins de remous et de problèmes, ils restent autant que possible inaperçus, intégrés en apparence, saisissant toutefois les occasions de se soustraire, ils vivent à la fois en dedans et en dehors. Ailleurs, en une communication non publiée en anglais en 2012 et dans un article publié en hongrois, j'ai analysé 5 attitudes typiques des Brous. 1. La reconnaissance de la suprématie des plus forts, que ce soit vietnamien, français, américain ou n'importe qui, et leur apparente soumission assumée de manière consciente et explicite. 2. L'infidélité, double jeu, le comportement traître et faux apparent des Brous. Les Brous se soumettent toujours au présent à ceux qui présentent un danger immédiat. 3. La mentalité prêtée aux Vietnamiens, qui, contrairement aux Brous pacifiques et timides, ils aimaient la guerre et le combat, c'est une citation. Ils voulaient avoir un pays et ils ont lutté pour l'avoir. 4. La question de la liberté contre l'indépendance, disons politique, est le comportement que les Brous estiment être le comportement adéquat à leur égard. Et 5. Que les idéologies politiques laissent plus ou moins froid des Brous, leur idéologie est de façon très terre-à-terre de ce monde. Les biens les plus précieux pour eux sont la nourriture et les habits. Pour finir, permettez-moi de revenir sur les points numéro 1 et 2, donc reconnaissance de la suprématie de plus fort, plus le double jeu comportement très faux apparent des Brous. Résumons un 4e extrait trop long pour être lu ici. Je dois dire au préalable, le village de Khoi Sarang était placé sous l'autorité sud-vietnamienne. Mais autour d'eux, nombreux maquisards communistes habitaient la forêt, que les habitants du village ont ravitaillé, informé et servi de nombreuses manières. Le récit consiste de 3 histoires intercalées, racontées sans interruption, illustrant la situation des Brous dans le feu croisé. Au village, les soldats, les armées et la police des deux pouvoirs peuvent se remplacer en une demi-journée et les Brous doivent toujours satisfaire à leur attente. Alors, la première partie. Khoi Sarang a une dispute avec un leader communiste de son village parce qu'il ne veut pas participer au nettoyage quasi obligatoire des sentiers pour le Viet Cong. Toutefois, pour une raison inexplicable, il se méfie et sous prétexte d'avoir d'autres occupations, il s'est abstenu. 2. Dans la deuxième partie, 4 soldats sud-vietnamiens se font passer pour des soldats nord-vietnamiens, portant l'uniforme de Viet Cong ainsi que leurs armes. Mais Khoi Sarang les reconnaît parce qu'il les a fréquentés à Quang Thi et à Ca Phagne, informe les habitants du village, donc c'est encore avant qu'il passe à l'autre côté, c'est encore sa période communiste. Il les reconnaît, informe les habitants du village, il les arrête, attache et les font coucher dans l'excrément de buffle. La raison en est que c'est ainsi qu'ils restent loyaux aux yeux des autorités sud-vietnamiennes parce qu'ils arrêtent les soi-disant communistes.
Et ils les gardent captifs jusqu'à ce qu'un détachement sud-vietnamien de 120 personnes arrive. Et il s'avère qu'ils sont de vrais représentants de l'administration sud-vietnamienne. Ils ont devancé leurs troupes pour trouver au village quelques Vietcong maquisards négligents. Ils voulaient tromper les habitants du village en se faisant passer pour des communistes nord-vietnamiens en fuite, demandant leur aide en montrant le chemin dans la forêt. C'était de nouveau une citation. Si les villageois se piègent et montrent le chemin, les soi-disant communistes les arrêtent tout de suite, puisque montrer le chemin à un soldat Vietcong équivaut à être du côté des communistes. À la fin de l'histoire, Khoi Sarang ajoute avec un clin d'œil qu'à peine ont-ils quitté le village, ils ont averti les vrais communistes dans la forêt. Et c'est ici qu'il énonce la phrase que j'ai choisie pour titre de mon exposé. Nous avions notre chemin pour partir et aussi pour revenir, c'est-à-dire nous allions et venions d'un côté et de l'autre. Le troisième, je laisse tomber maintenant parce que ce serait trop long. Et pour finir, les circonstances esquissées plus haut, la contrainte permanente, la pression des parties combattantes pour obtenir leur solution expliquent suffisamment l'infidélité, le double jeu, le comportement très faux apparent des brous. Les brous se soumettent toujours au présent à ceux qui présentent un danger immédiat. Avec nos valeurs ancrées dans le nationalisme du XIXe siècle, acceptant sciemment la mort glorieuse pour la patrie, il nous est difficile d'accepter cette timidité élevée au niveau d'une idéologie positive. Pour moi aussi, cela posait bien de problèmes, je dois avouer, jusqu'à ce que je comprenne que cette idéologie est celle des faibles qui, partant des expériences des siècles passés, évaluent de manière bien pragmatique leurs possibilités et savent ainsi que la résistance est sans espoir pour eux. Même si cela enlève des illusions, même si ça ne paraît pas héroïque, c'est une réaction naturelle de la part de ceux qui se trouvent au milieu de feux croisés dans une guerre qui ne les concerne pas. Voilà, merci pour votre attention. Parce que c'est un coiffe chamanique dans lequel, avec les autres attributs symboliques, il se trouve une plaque, comment ça s'appelle ? Identification militaire. Voilà, c'est ça.